Le couple franco-allemand est une expression qui revient constamment dans les discours politiques européens. Depuis les années 1950, cette alliance entre la France et l'Allemagne est présentée comme le moteur de la construction européenne, le socle indispensable sur lequel repose l'Union européenne tout entière. Konrad Adenauer et Charles de Gaulle ont posé les fondations de cette réconciliation historique. Helmut Kohl et François Mitterrand l'ont incarné dramatiquement en se tenant la main à Verdun en 1984. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis Emmanuel Macron ont perpétué cette tradition. Mais aujourd'hui, ce couple traverse une crise existentielle qui menace de paralyser l'Europe entière au moment où le continent fait face à ses plus grands défis depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre pourquoi l'instabilité du couple franco-allemand est si dangereuse, il faut d'abord saisir pourquoi cette alliance est structurellement nécessaire au fonctionnement de l'Union européenne. L'Union compte 27 États membres avec des intérêts souvent divergents. Les pays du Nord veulent de la rigueur budgétaire. Les pays du Sud demandent de la solidarité financière. Les pays de l'Est craignent la Russie et veulent des dépenses militaires massives. Les pays de l'Ouest privilégient le commerce et la diplomatie. Sans un leadership clair, l'Union tourne en rond, incapable de prendre des décisions sur les sujets cruciaux. Historiquement, ce leadership venait du compromis franco-allemand. La France apportait sa vision politique, son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, sa force de dissuasion nucléaire et son réseau diplomatique mondial hérité de son passé colonial. L'Allemagne apportait sa puissance économique, son excédent commercial colossal, sa rigueur budgétaire et sa crédibilité auprès des pays d'Europe du Nord et de l'Est. Ensemble, ces deux pays représentent environ 35% du produit intérieur brut de la zone euro et peuvent former des coalitions majoritaires au Conseil européen. Quand Paris et Berlin sont d'accord, l'Europe avance. Quand ils sont en désaccord, l'Europe stagne. Ce mécanisme a permis des avancées majeures. Le traité de Maastricht en 1992, qui a créé l'euro, était fondamentalement un grand marchandage franco-allemand. La France acceptait la réunification allemande et renonçait à une partie de sa souveraineté monétaire. L'Allemagne acceptait de partager le mark avec ses voisins et de s'ancrer définitivement dans une structure européenne. La création de la Banque centrale européenne, la mise en place des critères de convergence, les traités de Lisbonne, tout cela a été négocié d'abord entre Paris et Berlin, puis imposé au reste de l'Europe. Mais ce système n'a jamais été sans tension. Les cultures économiques françaises et allemandes sont profondément différentes. La France a une tradition d'intervention étatique forte, de dépenses publiques généreuses représentant environ 57% du produit intérieur brut, de protection sociale extensive et d'une certaine tolérance pour les déficits budgétaires. L'Allemagne, traumatisée par l'hyperinflation de Weimar, valorise la stabilité monétaire, l'équilibre budgétaire inscrit dans sa constitution depuis 2009, l'orthodoxie fiscale et la compétitivité par la modération salariale. Ces différences philosophiques se sont cristallisées lors de la crise de la dette souveraine européenne à partir de 2010. La Grèce, puis l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et même l'Italie se sont retrouvés au bord de la faillite. L'Allemagne, sous la chancelière Angela Merkel, a imposé une ligne dure. Austérité budgétaire stricte en échange de l'aide financière. La France, sous François Hollande puis Emmanuel Macron, plaidait pour plus de flexibilité, des investissements publics massifs et une mutualisation des dettes. Le compromis final a été bancal. Des plans de sauvetage avec conditionnalité stricte qui ont sauvé l'euro, mais provoqué une décennie perdue pour les économies du Sud, avec une montée du populisme en réaction. Aujourd'hui, l'instabilité du couple franco-allemand a atteint un niveau critique pour plusieurs raisons structurelles. Premièrement, l'Allemagne traverse sa pire crise politique depuis la réunification. La coalition gouvernementale dirigée par Olaf Scholz s'est effondrée en novembre 2024. Les élections anticipées prévues pour février 2025 révèlent une fragmentation politique sans précédent. Les partis traditionnels, les sociaux-démocrates du SPD et les conservateurs de la CDU-CSU, perdent du terrain face aux extrêmes. L'AfD, le parti d'extrême droite, atteint des scores historiques dans les sondages,
dépassant les 20% au niveau national et dominant dans plusieurs Länder de l'Est. Die Linke à gauche et le BSW, le nouveau parti de Sarah Wagenknecht, compliquent encore le paysage. Former une coalition stable nécessite désormais 3 ou 4 partis avec des programmes incompatibles. Cette paralysie politique se traduit par une incapacité à prendre des décisions sur les enjeux cruciaux. La modernisation des infrastructures vieillissantes, la transition énergétique après l'abandon du nucléaire et du charbon, le réarmement face à la menace russe. L'Allemagne a historiquement sous-investi dans sa défense, dépensant à peine 1,5% de son produit intérieur brut jusqu'en 2022. Le fameux fonds spécial de 100 milliards d'euros annoncé après l'invasion de l'Ukraine peine à être débloqué et dépensé efficacement. Deuxièmement, l'économie allemande, longtemps locomotive de l'Europe, est en panne. La croissance est négative ou proche de zéro depuis 2 ans. L'industrie automobile, fierté nationale, est en pleine débâcle face à la concurrence chinoise sur les véhicules électriques. Volkswagen, symbole de la puissance industrielle allemande, annonce des fermetures d'usines et des milliers de licenciements, du jamais vu dans son histoire. Le modèle économique allemand reposait sur 3 piliers. L'énergie russe, bon marché, les exportations vers la Chine et une politique de modération salariale interne. Les 3 piliers sont en train de s'effondrer. Le gaz russe a été coupé après l'invasion de l'Ukraine, obligeant l'Allemagne à importer du gaz naturel liquéfié à des prix 3 fois supérieurs. La Chine n'est plus seulement un client, elle est devenue un concurrent redoutable qui produit désormais elle-même les machines-outils, les voitures et les équipements que l'Allemagne exportait. Et la modération salariale atteint ses limites face à l'inflation importée qui érode le pouvoir d'achat des travailleurs allemands. Troisièmement, la France elle-même est dans une situation politique et budgétaire catastrophique. Le gouvernement de Michel Barnier a été renversé en décembre 2024 par une motion de censure, une première depuis 1962. L'Assemblée nationale est fragmentée entre 3 blocs inconciliables, la gauche du nouveau Front populaire, le centre macroniste affaibli et l'extrême droite du Rassemblement national. Le déficit budgétaire français dépasse les 6% du produit intérieur brut, double de la limite théorique de 3% imposée par les traités européens. La dette publique frôle les 112% du produit intérieur brut et continue de croître. Les agences de notation menacent de dégrader la note de la France, ce qui augmenterait les coûts d'emprunt et aggraverait encore la situation budgétaire. Emmanuel Macron, affaibli après la dissolution ratée de juin 2024, n'a plus l'autorité politique pour imposer des réformes structurelles ou négocier efficacement avec Berlin. Cette double instabilité franco-allemande paralyse l'Europe précisément au moment où le continent fait face à des défis existentiels. La guerre en Ukraine entre dans sa 3e année sans perspective de résolution. L'Europe doit décider si elle continue à soutenir Kiev, militairement et financièrement, sachant que les États-Unis, sous une administration Trump, pourraient réduire drastiquement leur engagement. Cela nécessiterait que l'Europe double ou triple ses dépenses militaires, finance la reconstruction de l'Ukraine estimée à plusieurs centaines de milliards d'euros et accepte éventuellement l'adhésion ukrainienne à l'Union européenne. Aucune de ces décisions ne peut être prise sans un accord franco-allemand solide. La transition énergétique européenne nécessite des investissements colossaux, estimés à plus de 1 000 milliards d'euros par an, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Qui va payer? Comment répartir l'effort entre pays riches et pays pauvres? Faut-il créer une dette commune européenne pour financer ces investissements? La France dit oui, l'Allemagne dit non. Sans compromis, rien n'avance. La compétitivité européenne face à la Chine et aux États-Unis se détériore rapidement. L'Europe ne produit aucun géant technologique comparable aux GAFAM américains ou aux champions chinois. Les réglementations européennes, bien qu'admirables sur le plan éthique, étouffent l'innovation. Le marché unique reste fragmenté dans des secteurs clés comme la défense, l'énergie ou les télécommunications. Créer de véritables champions européens nécessiterait des réformes profondes de la politique de concurrence et des investissements publics massifs. Encore une fois, cela nécessite un leadership franco-allemand qui n'existe plus. La migration reste un sujet explosif qui déchire l'Union. Les pays méditerranéens demandent de la solidarité,
les pays de l'Est refusent d'accueillir des migrants, et l'extrême droite progresse partout en Europe en instrumentalisant le sujet. Sans un accord entre la France et l'Allemagne sur une politique migratoire commune crédible, l'espace Schengen lui-même pourrait imploser. Le paradoxe cruel est que l'instabilité du couple franco-allemand survient précisément parce que les deux pays font face aux mêmes défis. Vieillissement démographique, désindustrialisation, montée du populisme, épuisement du modèle économique d'après-guerre. Au lieu de les rapprocher, ces défis communs les poussent à se replier sur leurs intérêts nationaux immédiats. L'Allemagne se préoccupe de sa propre compétitivité industrielle et refuse de payer pour les déficits français. La France se préoccupe de sa cohésion sociale et refuse d'imposer l'austérité budgétaire que Berlin exige. Le reste de l'Europe observe avec inquiétude cette paralysie du couple qui était censée la guider. Certains pays tentent de créer des alliances alternatives, les pays frugaux du Nord, le groupe de Visegrad à l'Est, mais aucune ne peut remplacer le poids politique et économique combiné de la France et de l'Allemagne. Sans leadership, l'Union européenne devient une simple zone de libre-échange, incapable d'agir collectivement, exactement au moment où l'histoire lui impose de faire des choix stratégiques déterminants pour sa survie.